On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la nouvelle exposition chez Artaud avec un photographe, Sébastien Charron. Mais d'abord, lui, sa profession, c'est chiropraticien. Il vient de déménager sur le boulevard du Séminaire. À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu nous fait découvrir l'un de ses membres que l'on présente comme étant la personnalité du mois. Et pour le mois de février, il s'agit d'Alexandre Beaulieu. Il est chiropraticien, pratique au 523 boulevard du Séminaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Donc, on pratique la chiropratie, c'est le bon terme? La chiropratique. Une chiropratique. Oui. Depuis combien d'années maintenant? Je suis dans ma 5e année, dans le fond. J'ai gradué en 2015. Qu'est-ce qui fait qu'on se dirige dans ce domaine-là? Je veux dire, quand on sort de l'école secondaire ou collégiale, qu'est-ce qui fait qu'on dit, moi, dans la vie, je veux devenir chiro? Dans mon cas, moi, j'ai été sportif toute ma jeunesse. J'ai fait du patin artistique de niveau national, puis souvent des blessures, des choses comme ça. Puis les fois que j'étais en chiropratique, j'ai eu des bons résultats rapidement. Puis quand j'ai terminé mon collégial, j'ai fait un petit soubresaut dans un autre domaine, mais ça m'a ramené à la chiropratique à la fin parce que je veux travailler avec les gens, travailler avec le domaine sportif et tout ça. Donc, c'est un peu le sport qui vous a amené vers la pratique. C'est vraiment ça qui vous a un peu allumé, si on veut. Oui, c'est sûr, parce qu'on a déjà été en contact avec des chiropraticiens. C'est pas toujours tout le monde qui a déjà été chez un chiropraticien. Fait que c'est pas toujours évident de se diriger dans ce domaine-là, mais moi, dans mon cas, oui, c'est le sport qui m'a amené là. Bon. C'est quand même de longues études. Oui, en effet. C'est 5 ans à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Dans le fond, c'est un 245 crédits. Là, à titre d'exemple, en enseignement, c'est 120 crédits. Un bac normal, 90 crédits. Fait que, c'est sur 5 ans. Ça se donne à l'UQTR à Trois-Rivières. C'est le seul programme au Québec, seule place au Québec que ça se donne. Est-ce que la chiropratique a changé avec les années? Les outils, la technologie, même à la limite, les connaissances qui fait que les manipulations sont différentes aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas. Est-ce que la pratique a changé? Bien, c'est sûr qu'au niveau de la base de la chiropratique, c'est sûr que les ajustements vont se faire majoritairement avec les mains. Ça n'a pas nécessairement changé. Des fois, dans l'approche, le diagnostic, l'évaluation, il va y avoir une différente manière de penser. Ça va être plus au goût du jour, si on veut. Puis, il y a d'autres chiropraticiens qui vont intégrer d'autres techniques ou d'autres appareillages, comme les chaises de distraction, les tables de distraction, tout ça. Donc, il y en a que dans certains cas, oui, ils vont utiliser plus d'autres appareillages. Oui. Bon, parce que même on voit aujourd'hui, quand on parle d'appareillage, les radiographies ou les radiographies en mouvement, oui. Ou encore on utilise parfois, moi je ne sais pas comment vous l'appelez, mais une espèce de petit marteau électrique, là. L'activateur, oui. Parce que l'impression que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, soit qu'on y va parfois avec l'appareillage, plutôt que la méthode traditionnelle de disons, 30-40 ans, où ce n'était à peu près que des manipulations avec les mains, là. Oui, c'est sûr que dans certains cas, il y a certaines conditions qui vont nous obliger un petit peu à utiliser d'autres techniques comme l'activateur, donc le petit fusil, parce qu'il y a certains patients qu'on peut faire des manipulations directement avec les mains parce qu'il y a des contre-indications à faire un ajustement. C'est pour ça aussi qu'on va à l'école aussi longtemps, c'est pour éviter apprendre les contre-indications puis pas utiliser nos mains, savoir utiliser nos mains au bon moment. Puis des fois, dans des cas d'hernie discale, il va y avoir les tractions qui peuvent être un peu plus appropriées, mais ça dépend vraiment de chaque patient aussi. Il y a des patients qui ne veulent pas nécessairement se faire craquer. Oui. Puis on les traite aussi avec les appareils, l'activateur ou d'autres techniques pour arriver à nos... Dans quel type de pathologie la chiropratique est vraiment utile, que vous sentez que vous avez vraiment de réels résultats rapidement avec des patients? Bien, c'est sûr que tout ce qui est, évidemment, les maux de cou, maux de dos, on a quand même un bon résultat, mais des patients aussi avec des engourdissements aux mains ou dans les jambes, des fois des irritations au niveau sacro-iliaque, au niveau du bassin. On voit beaucoup de gens avec des engourdissements, les mains, les tunnels carpiens, on peut avoir un certain impact là-dessus. Puis souvent, ça va être améliorer la qualité de vie des gens dans un certain sens, ça améliorer leur mobilité puis leur bien-être au quotidien. Quelles sont les causes des fameuses, ce qu'on appelle les subluxations? Dans le fond, qu'est-ce qui fait qu'on est correctement puis qu'après une couple d'années, on a des accidents, des faux mouvements ou même en toussant ou je ne sais trop? Qu'est-ce qui fait que le corps
se désajustent avec le temps? Bien, souvent, les restaurants articulaires ou les subluxations vont se produire avec différents stress mécaniques ou des mouvements répétitifs, des postures. Surtout, des fois, les gens vont avoir une posture voûtée vers l'avant. Donc, au fil du temps, bien, les subluxations vont se créer. Des fois, il va y avoir des stress plus émotionnels qui vont être en arrière de ça. Puis, dans certains cas, des stress biochimiques. Mais au niveau biomécanique, souvent, ça va être les mouvements répétitifs, les postures dans la voiture, la manière qu'on embarque dans la voiture, dans le lit, qu'on s'habille. Les mouvements qu'on fait au quotidien souvent vont amener ces stress mécaniques-là. Une question souvent qui me vient en tête quand on parle de chiropratique, c'est combien ça prend de traitement pour régler mon problème? Je me rappelle moi-même pour avoir consulté un chiro il y a 30-40 ans qui me disait, bon, écoute, si après 3 traitements, tu n'as pas de résultat, bien, ça ne vaut peut-être pas la peine que tu continues de me voir. Ou dans d'autres cas, on va dire, non, 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 c'est important de venir parce que, écoutez, oui, ça va peut-être prendre 20 traitements sur 2 ans, mais on va être capable ultimement de régler votre problème. C'est quoi l'approche qui est privilégiée par rapport à ça, sur le nombre de traitements requis pour régler un problème? Bien sûr, ça dépend aussi du patient en général. Il y a la fameuse réponse, ça dépend. Si le patient aussi est un fumeur diabétique, le traitement va être plus long parce qu'il va avoir la personne va guérir moins vite par elle-même. Donc, le but, c'est vraiment de stimuler le système nerveux puis laisser au corps le soin de se guérir par lui-même. Mais c'est d'enlever les interférences possibles au niveau de la colonne vertébrale. Puis chaque cas est vraiment différent. Des patients, ça peut prendre 2 traitements, puis d'autres, ça va prendre 12 traitements. Puis c'est sûr qu'il y en a des fois, on entend dire « Ah, il faut que j'y retourne tout le temps voir le chiropraticien ». Souvent, dans mon cas, moi, au début, on fait une fréquence de traitement plus élevée pour essayer de faire disparaître la condition le plus rapidement possible. Puis ensuite de ça, quand ça va bien, c'est un entretien. Un peu comme je compare, vous achetez une nouvelle maison, le gazon est tout défait. Bien, au début, ça prend un peu plus d'investissement. Puis un coup que c'est fait, bien, vous passez le gazon juste une fois par semaine, une fois par 2 semaines d'entretien. Quand on parle de dose d'entretien, c'est quoi? On y va une fois par année? Une fois aux 6 mois? Je ne sais pas. Quelqu'un, justement, qui va souvent chez le chiro parce qu'il a souvent tendance à avoir certains ennuis, puis que oui, le chiro, il fait du bien. Une fois qu'il est réglé, son problème, on lui dit quoi? Revient aux 6 mois? Revient aux ans? Dans mon cas, moi, je suggère aux 4 à 6 semaines. Ah oui? Dans le fond, parce que aussi, il va y avoir toujours de l'entretien à faire un peu. Comme je parlais, le gazon, on le fait régulièrement. Puis aussi, des fois, il va y avoir des petits bobos qui vont apparaître. Puis si on a un rendez-vous aux 4 à 6 semaines, bien, on ne laisse pas traîner une autre blessure ou un autre point, une autre tension qui va pouvoir dégénérer et s'aggraver avec le temps. Fait que, quand vous avez commencé votre pratique, initialement, vous étiez au Carrefour La Plante à Iberville. C'est ça. Puis là, tout récemment, depuis le mois d'octobre 2019, là, vous avez déménagé maintenant du côté du boulevard du Séminaire à l'intersection Saint-Denis pour situer un peu les gens. Qu'est-ce qui a motivé ce déplacement du Carrefour La Plante au boulevard du Séminaire? Au Carrefour La Plante, je pratiquais seul. Puis là, je voulais pratiquer avec des gens, des collègues, avoir un peu plus d'interaction pour parler des fois aussi des cas. Des fois, on a des cas un peu plus qui sortent de l'ordinaire, si on veut. Fait d'avoir leurs conseils aussi, puis avoir une meilleure interaction de groupe. Là. Comment on réussit, quand on est un nouveau chiro, comment on réussit à bâtir un peu notre clientèle? Parce qu'il y a quand même quelques chiros qui sont établis de longue date, qui ont leur clientèle depuis 10, 20, 30 ans. Comment on fait pour s'installer comme nouveau chiro dans une région? Bien sûr que pour moi, je fais beaucoup de CrossFit depuis plusieurs années. Fait que ma base de patients au début, ça a été les gens du CrossFit, si on veut. Mais après ça, ça peut être tout ce qui est la publicité, le réseautage, mais aussi beaucoup de notre clientèle, c'est des référencements ou le bouche-à-oreille. Puis c'est de là que la clientèle va augmenter par Est-ce que l'implication au sein du regroupement des travailleurs autonomes, ça fait partie, ça aussi, des activités de réseautage? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est le regroupement des travailleurs autonomes. Ça permet de rencontrer des gens, faire parler de nous, se faire connaître. Puis souvent, plus on se fait voir, se faire connaître, plus les gens ont confiance en nous, plus les gens vont nous référer aussi leur famille, leurs amis ou eux-mêmes, dans le fond, vont venir avec nous. Puis là, est-ce que vous offrez des plages horaires de jour, de soir, de fin de semaine? Parce qu'encore une fois, parfois, les clients ont eux-mêmes des horaires un peu variés. Comment on réussit à s'ajuster à la clientèle en offrant, disons, des plages horaires qui vont être favorables? Bien sûr que dans mon cas, je travaille les mardis, mercredis, à Saint-Jean, mardi, mercredi, jeudi, en soirée. Fait que de 2 h jusqu'à 20 h, tout dépendant de la demande. Puis on offre 2 matins aussi, le mardi matin et le vendredi matin. Comme ça, les gens peuvent toujours trouver un temps, soit qu'ils travaillent durant la journée ou le soir et vice-versa. On offre quand même plusieurs possibilités là,
aux gens pour venir. Avez-vous des ambitions particulières, des projets d'avenir? Vous êtes rendu à quelle étape un peu dans votre carrière ou dans votre clinique en ce moment? C'est sûr que là, c'est toujours de m'intégrer encore à la nouvelle emplacement. Puis c'est toujours de faire monter la clinique, ma clientèle et voir les patients puis aider le plus de gens possible. Pour ce qui est des projets d'avenir avec la chiropratique ou la clinique, c'est juste d'augmenter puis de faire continuer de bien aller ça, dans le fond. Avez-vous des mises à jour qui sont offertes par la profession ou par l'ordre en question? Je ne sais pas, est-ce que vous avez ça? Oui, mais on a la formation continue qui est obligatoire. Dans le fond, c'est à chaque année. Sur d'une période de 2 ans, on a 30 heures obligatoires à faire. Si on veut en faire plus, on peut en faire plus, il n'y a pas de problème. Et à chaque année, ils leur donnent une formation sur la radiologie ou font une mise à jour sur différents sujets. Parce que pour avoir notre permis de radiologie, il faut faire l'examen à chaque année pour ça. À chaque année? Oui, fait que l'ordre profite des formations continues pour faire l'examen, pour pouvoir prescrire les radiographies et pouvoir les lire aussi. Là. Bon. Puis c'est drôle parce que tantôt, on parlait dans l'entrevue, le fameux problème, on parlait d'hernie discale. Oui. C'est le mal du siècle, là, mais en même temps, ce qui est assez surprenant, il y a probablement bien des gens qui nous regardent en ce moment qui n'ont jamais passé de radiographie ou de résonance magnétique et qui probablement ont des hernies puis ils ne le savent pas. Oui, il y a quand même un bon pourcentage de la population qui sont passés une IRM à tout le monde. Il y a environ 40 qui vont avoir des bombes discales ou hernies discales sans avoir aucun symptôme, aucun problème. Puis des fois, ça ne veut pas dire qu'on a une hernie discale qu'on va avoir des problèmes et vice-versa. Ouais. Donc, ce n'est pas nécessairement gage de problème. Même comme l'arthrose, il y en a qui en ont plein puis qui n'ont aucun problème. Il y en a qui n'ont pas du tout puis qui ont plein de problèmes. Chaque patient est unique. Effectivement. Et c'est ça. Dans le fond, chaque patient est vraiment unique. Puis la plus grande satisfaction, c'est quoi? C'est quand le client arrive, qui est tout croche, qui est plié en deux, puis il sort de chez vous, puis il est droit comme une barre. Ça arrive-tu, ça, des fois? Quelqu'un qui dit, là, je suis pris du dos, là, je suis plié en deux, là, je ne suis pas capable de me lever. Bien, c'est sûr qu'on a beaucoup des gens qui sont barrés, là, ramasser leur avec le pelletage, là, oui. Oui, c'est assez pas mal. Hein? C'est sûr que souvent, la satisfaction, c'est le client arrive, il soit des engourdissements, de la misère à se voir, puis là, le traitement, puis tu fais « Ah, c'était juste ça », puis ça va vraiment mieux. Ouais, puis c'est juste le sourire du patient à la fin du traitement qui fait en sorte que c'est la satisfaction, là. Puis le fait qu'il se sente mieux aussi, là. C'est ça notre but. Alexandre Beaulieu, chiropraticien, merci beaucoup. Plaisir, ça fait un plaisir d'être ici. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une exposition qui va se tenir jusqu'au 22 mars du côté de Artaud. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Depuis vendredi dernier, le 21 février, et jusqu'au 22 mars, nouvelle exposition du côté d'Artaud, au 37 de la rue Saint-Jacques à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et l'exposition s'appelle « Montréal la nuit ». Avec nous pour en parler, le photographe Sébastien Charon. Bonsoir et bienvenue. Bonjour Éric, bonsoir. Pourquoi Montréal et pourquoi Montréal la nuit? OK. Pour savoir pourquoi Montréal, premièrement, au départ, il faut savoir que jusqu'ici, j'ai surtout fait des expositions de paysages, mais surtout des expositions de photos de paysages en voyage. Donc, l'Islande, les Rocheuses canadiennes. Là, je voulais faire quelque chose d'un peu plus local. Puis, je voulais aussi faire quelque chose de différent du paysage. Donc, la ville, le côté urbain, j'ai dit, on ne peut pas aller plus différent en urbain que le côté paysage. Fait que je vais aller voir comment j'aime ça, essayer ça, voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là. Puis, je suis parti en une série de quelques soirées à Montréal pour
faire quelques photos de test pour voir où c'est que ça m'emmenait. Une fois que j'avais fait les photos en édition, vers où je me dirigeais avec ces photos-là. Et puis, une fois que j'ai eu quelques photos de fait, j'étais assez satisfait du résultat. J'ai montré ça à d'autres personnes, j'ai eu un peu d'input de l'extérieur, puis j'ai soumis un dossier à Artaud. Artaud a approuvé, ont émis l'idée, et puis là, au cours de cette année, je suis parti plusieurs soirées en excursion le soir à Montréal pour réaliser le set complet de photos. Puis pourquoi la nuit? C'est à cause des éclairages. La nuit est une période assez particulière en ville. On a tous les immeubles sont illuminés, beaucoup de couleurs qui interviennent. Et puis, c'est plate à dire, mais la ville, c'est pas toujours un milieu aussi propre que la nature. Hein? Donc, le soir, on le voit un peu moins aussi. Ouais. Mais on voit, si on veut, tous les éclairages qui sont souvent planifiés pour augmenter la beauté des bâtiments. Donc, c'est ce que j'ai essayé de mettre en valeur. Les bâtisses elles-mêmes, les monuments, mais également les éclairages qui ont été planifiés à même les structures. Avant de te rendre à Montréal les premières fois, est-ce que déjà tu te faisais un plan de match, tu avais identifié des rues ou des bâtiments, ou si tu te rendais là en te laissant guider par l'instinct du moment? Les premières fois, j'ai essayé plusieurs choses différentes. Je suis allé essayer de faire une photo du stade olympique, qui est resté finalement dans la sélection. Mais j'ai aussi fait des soirées où j'essayais plus de faire de la photo de rue, des gens dans la ville. C'est un côté que j'aimais un peu moins ce que ça me donnait, mais c'est probablement aussi parce que c'est un côté qui est extrêmement loin du paysage, donc c'est une photographie qui est très différente, auquel j'étais moins habitué. Donc, j'ai opté un peu plus pour, bon, on veut faire différent, mais je me suis gardé des petites pantoufles. Si on veut, je suis allé plus du côté de l'architecture, des bâtiments. C'est surtout ces photos-là qui venaient me chercher dans les premières que j'ai faites. Donc, une fois que j'ai obtenu l'exposition et que j'ai dit, OK, on part en production, là, j'ai commencé à cibler plus des lieux. Je me suis fait une liste d'endroits que je souhaitais aller. Certaines ont très bien sorti et font partie de l'exposition. D'autres, après plusieurs essais, je n'ai pas réussi si on veut, à obtenir le même niveau que les autres. C'était moins concluant. Oui, c'était moins concluant. Des fois, c'était très bon pareil, mais quand on a toute une série puis on les regarde aussi, on veut quelque chose d'assez balancé. Puis si on en a 10 qu'on aime beaucoup, puis une qui clairement, on a moins d'intérêt, ça vaut la peine de faire un filtre. Outre les bâtiments ou les monuments ou les lieux particuliers, est-ce qu'il y a quand même dans l'exposition aussi un volet où on voit entre guillemets, des humains, je ne sais trop, des passants, des voyageurs ou des itinérants, ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a ce volet-là aussi? Oui. Mais vous allez en voir un seul. Vous allez me voir moi. Okay. Oui, j'ai fait quelques autoportraits, si on veut. C'est toujours des éléments où on ne me reconnaît pas, par contre. C'est toujours je suis de dos ou je suis très loin. Je m'en sers particulièrement pour rajouter un aspect humain parce qu'on est quand même en ville, puis c'est un petit peu utopique de prendre un paysage urbain sans aucune personne dedans. On a beau être la nuit, je n'étais pas toujours à 3 heures du matin non plus. Par contre, l'autre très bon côté de rajouter une personne dans une image, c'est que ça donne une échelle de grandeur. Donc, on peut mieux visualiser les choses, la profondeur. Et puis, en même temps, on rajoute un peu d'histoire à notre photographie en faisant ça. Dès qu'on rajoute un humain, les gens se content une histoire en regardant l'image. Je me suis conté des histoires en regardant moi-même et en planifiant ces images-là, mais je suis certain que les gens vont se conter des histoires complètement différentes qui n'ont rien à voir avec ce que j'avais en tête. Et c'est la beauté de l'art. Bon. Une fois que tu reviens à la maison, devant l'ordinateur, et qu'on télécharge toutes ces photos-là, de quelle façon tu t'y es pris pour la sélection ou pour les retouches? Bref, c'est quoi le travail après, disons, la prise de photos? D'ailleurs, ça vaut la peine de le mentionner, c'est souvent un travail qui est aussi long en tant que tel que la photographie. Sur place, oui, on a du temps à passer pour planifier la bonne shot, mais si on a fait notre travail avant, c'est pas si long que ça. Après, je fais toujours un premier filtre. Si je regarde ma série d'images, il y a des images qui tout de suite ne nous parlent pas.
Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas les emmener en quelque part d'intéressant, mais des fois, ça demanderait trop de travail pour un rien. Donc, je fais une première sélection sur laquelle je fais une première série d'éditions. Et puis, on fait un deuxième filtre après, lesquelles photos s'en vont dans la direction qu'on veut mener parce qu'on veut donner un look général dans une exposition aussi. On ne veut pas avoir trop de styles différents. Mais quel type de retouche on applique ou celle qu'on veut appliquer? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut laisser ça le plus libre possible, le moins de retouches possible, ou si au contraire, on veut y mettre de la texture, grossir certains traits? Ou... C'est vraiment au goût de l'artiste, ça. Ouais. Personnellement, j'aime bien faire des retouches, surtout que je suis quelqu'un qui utilise le mode qu'on appelle le mode brut sur son appareil. Les photos qui sortent dans ce mode-là sont particulièrement, on pourrait dire, plates en termes de texture, de saturation et tout. Donc, c'est des images un peu moins intéressantes visuellement, simplement parce que l'appareil ne fait aucun des ajustements qu'il fait dans les autres modes. Donc, je vais au moins faire l'équivalent des retouches que l'appareil ferait, mais je vais les faire à mon goût. Donc, personnellement, une image avec un peu de saturation, mais pas trop, de la texture, du détail en grande quantité, mais aussi ouvrir un peu les ombres pour bien voir tous les détails dans l'image. Bon. On est en couleur? Où il y a un peu de noir et blanc? Il y a une série noir et blanc et une série couleur. C'est pas mal moitié-moitié. Ah oui, moitié-moitié? Oui. Bon. Avec quel type d'appareil tu travailles? Je travaille avec un appareil Nikon D750, qui est un appareil à capteur plein format. C'est à peu près l'équivalent en termes de si on ferait développer d'un film 35 mm comme à l'ancienne. C'est un capteur très performant au niveau du bruit, qui est particulièrement bon pour les photos de nuit, donc. On travaille avec peu de lumière. Évidemment, en ville, c'est un petit peu moins pire. On a quand même beaucoup plus d'éclairage. Mais plusieurs des photos sont des photos d'une durée de 15 à 20 secondes quand même pour aller chercher des détails dans les parties ombragées également. Et par le fait même, vu qu'on va chercher du détail, il y a un peu, même on a beau avoir un capteur qui traite bien le bruit, on en a toujours un peu. Dans les retouches, ça fait partie également. On a travaillé pour diminuer. Et on travaille toujours avec la lumière ambiante. Oui. En fait, j'ai une seule photo dans laquelle il y a l'utilisation de flash. Ah oui? C'est possible également. Évidemment, il faut que les parties qu'on éclaire soient relativement près, là, parce que sinon, on est vraiment... On a une lumière qui est trop dissipée. Mais l'ensemble, la plupart des photos sont faites à la lumière de l'éclairage local, oui. Bon. Pour les besoins de l'exposition, ultimement, tu as sorti combien de photos? J'ai 18 photos en exposition. Il y en a 10 en noir et blanc, 8 en couleur. De quel format? La plupart des formats sont des 11 par 14. Il y a des 16 par 20 également. Et puis, dans les photographies couleur, il y a 2 formats panoramiques quand même beaucoup plus grands, d'une quarantaine de pouces environ. Ces 2 photos-là sont plus des photos de, on pourrait dire, de panorama de la ville. Il y en a une que c'est pris du haut du Mont-Royal, au Belvédère. Et puis l'autre, c'est prise du parc de la Cité des Havres. Donc, on est plus devant le Vieux-Port, un petit peu des 2 côtés de la ville. Une fois qu'on fait notre sélection puis qu'on arrive à la salle d'exposition pour installer nos trucs, là, je veux dire, est-ce que ça, c'est un moment important, le montage? Est-ce qu'on l'a imaginé? Est-ce qu'on est surpris du résultat que ça donne une fois dans la salle? Il faut toujours l'avoir imaginé un petit peu, parce que c'est certain que sinon, on peut avoir des surprises de choses qui ne s'agencent pas bien ensemble ou on voudrait faire un agencement, mais ça ne fonctionne pas du tout avec les murs qu'on a disponibles, qui sont une variable fixe sur laquelle on n'a pas faut travailler avec. Donc, c'est certain que je m'étais fait un plan initial d'idées. D'ailleurs, l'accrochage a eu lieu aujourd'hui même. L'accrochage chez Artaud se fait un peu en équipe. On a un comité responsable des accrochages. Donc, oui, il faut planifier un peu ce qu'on veut pour que ça soit fonctionnel. Mais comme on travaille en équipe, bien, on utilise également, au moment même de l'accrochage, les idées des autres pour... En mélangeant toutes nos idées, on réussit à faire quelque chose d'encore mieux. Mais oui, c'est un moment où on a une certaine nervosité. Est-ce que chaque photo a un petit explicatif, petit lexique? Il y a simplement les détails des dimensions,
du matériel utilisé, le nom de l'artiste dans ce cas-ci, moi, et puis le prix de vente de la galerie. Mais non, il n'y a pas l'histoire comme telle. Par contre, l'artiste est sur place au vernissage le 21 février. Également, le 1er mars, je serai présent de 13h à 16h pour discuter avec les gens et justement conter l'histoire de chacune de ces photos. Et ce projet va ensuite nous amener vers quoi? Le temps le dira. Écoutez, c'est un projet que c'est certain. Montréal est quand même un thème régional qui peut se promener. Donc, c'est certain que c'est une exposition que j'aimerais bien montrer ailleurs, entre autres à Montréal. Ça serait tout à fait propice. On va voir les opportunités qui vont avoir lieu. On va voir aussi la réception des gens. Mais oui, c'est une exposition que j'aimerais bien promener dans quelques autres localités. Alors, Montréal, la nuit, jusqu'au 22 mars, présenté chez Artaud, au 37 de la rue Saint-Jacques, donc exposition photographique de Sébastien Charon. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Bonsoir, Eric. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous parle à nouveau de la semaine de relâche. On cherche souvent des activités pour les enfants. Le musée du Haut-Richelieu en offre avec du décor sur céramique. Mais évidemment, les places sont limitées, donc il faut s'inscrire à l'avance. Vous avez les informations à l'écran pour le faire. N'oubliez pas, le dimanche matin, 9h30, on joue bingo. Il y a 4 000 en prix. Il y a 30 dépositaires un peu partout sur le territoire pour acheter vos livrets. Et pour me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.